Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui est en fait la deuxième partie du thème consacré à la fantaisie jeune adulte et où cette fois-ci je vais vous présenter plusieurs sagas qui sont plutôt jeune adulte, ado, jeune adulte. Donc la première trilogie que je voudrais vous présenter, que j'ai lue l'année dernière et qui m'a beaucoup plu, c'est Lady Hélène. Donc ici c'est le tome 3, L'ombre des mauvais jours. Alors pourquoi est-ce que ça m'a plu particulièrement? Eh bien parce que déjà ça se passe en Angleterre à la période Régence, donc déjà là c'est une période que j'aime bien en littérature, et que ça met en scène donc une aristocrate, Lady Hélène, de cette société. Et les descriptions sont vraiment intéressantes, j'ai passé vraiment un très bon moment. Alors ce qui m'a plu également, c'est les personnages, l'histoire. Alors on est bien dans une littérature jeune adulte, donc c'est-à-dire qu'on n'évite pas un petit peu les travers de la fantaisie jeune adulte, ou de la littérature jeune adulte d'ailleurs, sans même qu'elle soit de type fantaisie. C'est-à-dire qu'on a par exemple le fameux triangle amoureux, voilà, on le retrouve là dans Lady Hélène, c'est sûr. Mais néanmoins, j'ai passé un bon moment et j'ai trouvé que l'histoire et les personnages étaient vraiment très intéressants. Alors, qu'est-ce que ça raconte précisément? Donc on est dans un monde totalement réel. Au début de l'ouvrage, on suit l'entrée dans le monde d'une jeune aristocrate qui est présentée à la cour et qui donc entre dans sa vie de jeune adulte avec ce qui se passe dans la société anglaise de cette période-là, c'est-à-dire les présentations, les bals. Donc ce qui se passe dans la société anglaise de cette période pour les jeunes filles, c'est-à-dire trouver un mari. Voilà, pour s'établir en essayant de trouver un parti qui corresponde à son statut social. Voilà. Donc c'est ce qui se passe pour Lady Hélène, on la suit vraiment à ce moment-là. Donc elle vit chez son oncle et sa tante puisque ses parents sont morts. Elle a encore un frère de qui elle est vraiment proche. Et elle va découvrir petit à petit qu'elle n'est pas tout à fait celle qu'elle pensait, puisque elle va découvrir qu'elle a en fait des talents très particuliers et qu'elle a des caractéristiques qui lui ont été transmises par sa mère et qui font qu'en fait elle appartient pas tout à fait au monde auquel elle pensait appartenir. Donc on est dans une histoire où on va en fait avoir un double niveau, c'est-à-dire on va avoir deux histoires parallèles. On va avoir l'histoire de Lady Hélène qui doit maintenir la façade de elle en tant que jeune fille de bonne famille, aristocrate, qui essaye de se conformer à son rôle social, ce qu'on attend d'elle en fonction de son statut, de ce qu'elle est, voilà, une jeune aristocrate. Et en même temps, sa vie cachée, donc la double vie qu'elle mène en parallèle, dans le cadre d'une société secrète. Voilà, elle est approchée par les protagonistes de cette société secrète parce qu'ils savent qu'elle a des dispositions particulières qu'ils ont besoin d'exploiter pour mener à bien leur mission de protection du monde. Donc là, on est dans une histoire de type le monde est tout à fait normal, tel qu'on le connaît nous, mais il y a tout un pan complètement caché de la plupart des gens avec des luttes de pouvoir qui se jouent sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Donc on est aussi dans le côté très dichotomique, hein, le bien contre le mal, clairement dans cet ouvrage. Et on va découvrir petit à petit le sens des événements un petit peu bizarres qui se passent actuellement. Pourquoi, comment, lever le voile sur certains complots, sur certaines tentatives de prise de pouvoir. Et d'ailleurs, le pouvoir politique en place est tout à fait au courant de l'existence de cette société secrète. Même s'ils craignent un petit peu les pouvoirs de ces personnes un petit peu particulières, ils s'en accommodent puisqu'ils savent qu'ils en ont absolument besoin pour conserver une certaine stabilité, une certaine sécurité pour les citoyens anglais. Donc ce qui est intéressant, ce que moi j'ai trouvé intéressant, c'est justement
l'écart en fait qui existe entre la vie de cette jeune fille tout à fait normée, tout à fait banale hein, pour l'époque, où elle est totalement enfermée dans des codes, dans des protocoles, dans une façon de se tenir, une façon de parler, une façon de s'habiller, dire ce qu'on attend d'elle, ne pas se faire trop remarquer. Donc elle est vraiment dans ce rôle de la femme en devenir de la bonne société, qui a une marge de liberté extrêmement restreinte au niveau social, et qu'en fait, cette liberté d'agir, qui est quelque chose qu'elle ressent un petit peu comme, voilà, elle sent bien que c'est comme ça puisque c'est ce qu'on attend d'elle dans cette société, mais quelque part, elle est un peu frustrée de ne pas pouvoir justement déployer cette liberté, ce pouvoir, etc. Et ça, elle va pouvoir le faire en découvrant ces pouvoirs particuliers qui sont d'ailleurs particulièrement puissants et qu'elle va apprendre à apprivoiser grâce aux personnes de cette société secrète qui l'ont approchée, et notamment un personnage, l'autre personnage principal, son mentor, qui est Lord Carlston, qui va l'initier et lui apprendre à apprivoiser un petit peu ce pouvoir qu'elle a, et qui est d'ailleurs bien plus important que les pouvoirs que peuvent avoir les autres vigilants. C'est comme ça que se nomment un petit peu ces personnages particuliers. Voilà. Et donc on a aussi, c'est de la littérature jeune adulte, le fameux triangle amoureux, voilà, où Lady Hélène est en fait en proie à un doute par rapport à deux hommes auquel elle n'est pas insensible, et un contre lequel elle lutte puisque elle sent que c'est pas nécessairement quelqu'un de bien, il a beaucoup de zones d'ombre, et un qui a l'air un petit peu qui a l'air bien sous tout rapport, qui est voilà, l'homme idéal entre guillemets, mais de qui elle a du mal à se rapprocher dans un premier temps. Donc on va suivre un petit peu ces doutes au fur et à mesure des aventures, même si ça ne prend pas la place principale. C'est quelque chose qui est quand même un petit peu qui est un petit peu en filigrane de l'histoire et qui va avoir du sens hein, globalement dans l'histoire. D'ailleurs, ce fameux Lord Carlston qui a beaucoup de zones d'ombre, qui est un personnage qui est plutôt dont la société se méfie parce qu'il est, mais dont on ne peut pas faire l'économie. Hein, on est dans la société aristocratique anglaise, donc il a sa place, quand bien même il n'est pas aimé, il n'est pas apprécié, il est redouté. C'est quelqu'un qui est taciturne, qui n'est pas forcément très sympathique, ni charmeur, ni rien du tout, et qui donc est considéré comme étant pas une bonne fréquentation, quand bien même il appartient à l'aristocratie. Et ce personnage-là m'a un peu fait penser par rapport à son histoire à Daphné du Maurier et à Rebecca, puisque c'est un personnage donc, qui est plus âgé hein, que Lady Hélène, et qui avait une femme dont on ne sait pas grand-chose, mais qui est mise sur un piédestal à la façon de Rebecca dans l'histoire de Daphné du Maurier. Donc moi, ça m'a vraiment fait penser à ça quand j'ai lu cet ouvrage. On a vraiment un petit peu de ça. Donc il y a 3 tomes dans lesquels se déploie petit à petit l'histoire. Alors, comme c'est une trilogie, comme c'est souvent le cas, il y a vraiment une mise en place assez importante dans le premier tome. Mais moi, ça m'a plu, puisqu'en fait, ça décrit vraiment la société sous la période de la Régence, dans la société anglaise aristocratique. Donc voilà, moi, l'ambiance globale m'a plu. Donc même si on ne rentrait pas tout de suite dans le vif du sujet, dans le vif de l'action, ça ne m'a pas dérangé que l'autrice prenne vraiment le temps de nous installer dans ce monde-là, avant vraiment de nous emmener dans l'histoire proprement dite de Lady Hélène et de la découverte de ses pouvoirs particuliers et à quoi ils pouvaient bien lui servir et quel sens ça prenait globalement dans l'histoire. Donc voilà, pour moi ça a été vraiment une bonne lecture. Ça reste une lecture jeune adulte, hein, donc c'est vraiment dans cette catégorie-là. On n'échappe pas à certains travers,
Mais globalement, c'est vraiment bien écrit, c'est haletant, on a envie de savoir la suite, ça se lit très très vite, voilà, forcément. Et voilà, moi c'est un ouvrage qui m'a vraiment bien plu. Alors deuxième saga dont je voulais vous parler, que vous avez sans doute déjà entendu parler, et notamment parce qu'il y a eu une adaptation au cinéma il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques années quand même déjà, mais bon, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Miss Peregrine et les enfants en particulier. Et moi j'ai lu donc les ouvrages avant que le film ne sorte au cinéma, et donc forcément j'ai été un petit peu déçue par l'adaptation de Tim Burton, notamment parce qu'il y a des libertés qui ont été prises avec l'histoire et avec notamment les personnages, certains personnages qui ont été intervertis, des pouvoirs qui n'étaient pas tout à fait ceux que les enfants avaient dans le livre. Donc voilà, j'ai été un petit peu déçue moi par l'adaptation. Et globalement, c'est une série d'ailleurs qui continue, puisque j'ai vu qu'un 5e tome était sorti en 2020, ou allait sortir. Et moi, j'ai vraiment aimé surtout les 3 premiers tomes. J'ai lu le 4e, mais j'ai moins aimé, et voilà, je pense m'arrêter là et ne pas lire la suite. Alors ce que j'ai aimé particulièrement, c'est que moi j'ai trouvé ça très original, cette idée d'enfants avec des pouvoirs un peu particuliers. Et pourquoi des enfants? Pourquoi ça reste des enfants? On suit un personnage principal qui est Jacob Portman, et donc on découvre au début de l'histoire, donc c'est un ado, tout ce qu'il y a de plus normal dans la société américaine voilà, contemporaine. Il a une existence tout à fait banale, avec des parents de qui il n'est pas forcément très proche et avec qui il n'a pas un rapport affectif très important, dans un milieu relativement aisé, avec un père, il ne partage pas grand-chose en commun par rapport à son père. Et il a juste un membre de sa famille à qui il est vraiment très attaché, c'est son grand-père. Donc c'est Abraham Portman, donc c'est son grand-père paternel. Et au début de l'histoire, en fait, son grand-père est présenté vraiment comme un original. Quand il était petit, il racontait beaucoup d'histoires à Jacob, et il a ce souvenir de son grand-père. Alors un souvenir un petit peu doux, amer, parce qu'en fait, quand il était petit, comme tous les enfants, à qui les adultes racontent un petit peu des fables, des histoires extraordinaires, sont absolument émerveillés par ces histoires, jusqu'au moment où ils se rendent compte que c'était juste des histoires, et que c'était pas si merveilleux que ça, et qu'en fait ça n'existe pas. Donc doux amer, parce que il a le souvenir d'avoir été un petit peu ridicule auprès de ses camarades de classe, notamment parce que lui il croyait vraiment aux histoires de son grand-père, qui lui racontait l'histoire d'enfants qui avaient des pouvoirs particuliers, qui étaient capables de léviter. Il lui montrait des photos où on voyait des enfants faire des choses extraordinaires, cracher du feu, apprivoiser des insectes, des choses comme ça. Et donc lui, il y croyait, et en fait, petit à petit, il s'est trouvé très naïf, et il a eu un sentiment comme ça de trahison, que son grand-père a joué un petit peu avec sa naïveté, lui a raconté des histoires, il a eu un sentiment d'être un peu idiot, un peu comme les enfants qui découvrent que le Père Noël n'existe pas. Voilà, donc on est un petit peu dans cette idée-là, mais néanmoins, il a quand même toujours eu un rapport un peu privilégié avec son grand-père, malgré cette petite rupture au moment où il s'est rendu compte que son grand-père lui racontait des histoires fausses, en fait, qu'il lui racontait comme étant la vérité. Et donc au début de l'histoire, son grand-père, qui a l'air de perdre un peu la tête, qui devient un petit peu paranoïaque, qui est un petit peu bizarre, l'appelle au secours en lui disant de venir l'aider, qu'il est en train de se faire attaquer. Donc lui, il quitte le petit boulot dans lequel il était dans un supermarché pour aller chez son grand-père, pour essayer de voir ce qui ne va pas, mais vraiment comme dans l'idée de une vieille personne qui perd un peu la tête. Et en fait, il découvre son grand-père derrière chez lui, en train d'agoniser, et visiblement il a été attaqué, il a des marques de griffures, de lutte sur le corps, et Jacob croit voir comme une créature, comme quelque chose qui disparaît un petit peu dans les bosquets derrière chez son grand-père. Et évidemment, c'est une expérience qui est traumatisante, donc il se remet difficilement de la mort de son grand-père, de qui il était très proche, et en même temps des circonstances un peu tragiques de cette mort quand même, qui est une mort quand même un peu brutale. Et donc ses parents s'inquiètent de son état, le fait qu'il ne s'en remette pas au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois. Il va voir un psychologue, et le psychologue ou le psychiatre, je crois que c'est plutôt un psychiatre, lui conseille pour faire le deuil de son grand-père,
de suivre un petit peu sa vie, de se renseigner et peut-être d'aller dans ce fameux endroit en Angleterre dont son grand-père lui parlait tout le temps, là où il y avait ces fameux enfants particuliers, etc. Donc son père, qui en fait travaille plus ou moins pas, hein, ce sont des gens qui globalement sont tellement riches qu'ils n'ont pas vraiment besoin de travailler, décide d'accompagner son fils pour l'aider à passer un petit peu ce cap un peu difficile de la mort de son grand-père. Et donc il réserve un voyage pour aller sur cette fameuse île du côté du Pays de Galles, je crois, pour aller un petit peu voir où son grand-père avait vécu, puisqu'en fait son grand-père c'était un orphelin et qui a fui donc la Pologne, je crois, qui est passé par l'Allemagne nazie, et donc qui a dû fuir en Angleterre pour échapper au régime nazi. Ça, c'est l'histoire familiale. Et donc, ils arrivent en Angleterre, et en fait, Jacob, en enquêtant, en fait, en se baladant, en essayant de chercher des choses dans les affaires de son grand-père, il a retrouvé les fameuses photos dont son père lui a dit ben voilà, c'est un photomontage, ton grand-père, il racontait n'importe quoi, il a toujours été un peu original avec ses histoires. Mais on voit vraiment que voilà, ce sont des photomontages et que d'ailleurs c'est tellement ridicule et c'est tellement évident que c'en est presque risible. Et donc je trouve d'ailleurs que les couvertures des livres retracent vraiment bien cette ambiance un petit peu ancienne, d'histoires qui ont été racontées, justement ce côté un peu enfant qui était exposé dans des foires, dans des cirques, etc., avec des particularités, des choses qui étaient un petit peu truquées, les magiciens, etc. Donc je trouve que ça retrace bien un petit peu cette ambiance et cette idée-là, qu'on retrouve un petit peu dans les livres. Et donc en fait, Jacob va se rendre compte que son grand-père n'avait pas raconté des histoires et que ces fameux enfants particuliers existent. Il va les rencontrer et il va aussi se rendre compte que lui aussi, il a des pouvoirs et des dispositions particulières qu'il a héritées de son grand-père. Donc on est là encore dans le côté très dichotomique, le bien et le mal. Donc ils vont devoir lutter, ces enfants particuliers, avec lui. On retrouve aussi l'idée de la communauté qui va partir pour essayer de déjouer les complots, puisque le monde dans lequel ils vivent et dans lequel ils étaient protégés a un petit peu volé en éclats, puisque ces enfants particuliers en fait sont sous la protection des ombrunes. Donc ce sont des femmes qui ont la capacité de se transformer en oiseaux, et donc il y a plusieurs oiseaux. Et la société et les enfants particuliers qu'a connu le grand-père de Jacob, c'est Miss Peregrine, qui est l'ombrune, qui est chargée de maîtriser le temps et donc de mettre les enfants particuliers dans une bulle temporelle, dans une boucle temporelle pour les protéger. Donc tout ça, ça vole en éclats et les enfants vont devoir se débrouiller seuls pour essayer de déjouer les complots qui visent justement à faire en sorte que le mal ou des personnes très mal intentionnées prennent le contrôle de ce monde et ne fassent des choses absolument terribles. Voilà. Donc on suit les aventures de ces enfants pendant plusieurs tomes. Donc moi j'ai vraiment bien aimé les 3 premiers tomes. On découvre petit à petit les univers, on découvre les personnages, leurs particularités. On découvre aussi l'ampleur d'un monde très ancien qui dépasse justement cette société-là, et les amis de Jacob. On remonte vraiment très en arrière par rapport à des luttes qui ont eu lieu auparavant. Donc ces enfants qui sont finalement les héritiers de quelque chose de beaucoup plus complexe, de complots, de luttes de pouvoir qui les dépassent et qui ont eu lieu bien avant eux. Et voilà, donc on apprend à découvrir un petit peu tout ça, des choses qui deviennent un petit peu plus complexes. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment très original, cette idée même de pouvoirs particuliers qui sont développés chez certains, avec la protection de certaines personnes, et puis l'idée qu'on ne sait plus, est-ce que vraiment c'est bien finalement d'enfermer ces enfants, de les empêcher de vivre quelque part pour éviter qu'ils ne soient confrontés au pouvoir ou à la merci de telle ou telle créature qui veulent prendre leur pouvoir.
Donc voilà, moi j'ai vraiment bien aimé, c'était très intéressant. J'ai vraiment moins aimé la carte des jours. Je trouve qu'on épuise un petit peu l'univers, on épuise un petit peu les personnages et l'histoire. Et donc voilà, c'est pour ça que je ne lirai pas le dernier tome. Mais j'ai vraiment bien aimé cet univers, la narration. Voilà, ça se lit très bien, on passe un très bon moment. Donc voilà, je vous conseille les premiers tomes, Miss Peregrine et les enfants en particulier. Et enfin, dernière saga dont je voulais vous parler et qui cette fois-ci est vraiment plutôt à la frontière entre jeune adulte et adulte, c'est Six of Crows de Leigh Bardugo. Donc moi j'ai lu uniquement cette duologie et je n'ai pas lu celle qui a précédé, qui est Grisha, puisque j'ai entendu dire que c'était pas aussi bon que Six of Crows. Voilà, elle a écrit ça avant, donc c'est aussi quelque part peut-être un peu normal qu'elle se soit un peu améliorée ou qu'il y ait eu un petit peu plus de maturité. C'est vraiment très très jeune adulte Grisha, donc c'est plus ce que j'ai tellement envie de lire en ce moment. Donc c'est pour ça que je pense que je ne le lirai pas. Mais Six of Crows, je l'ai vraiment lu au moment de sa sortie, je crois, les 2 tomes. Et c'est vraiment voilà, une duologie qui, moi, m'a vraiment plu. On est à la limite du jeune adulte. Alors, c'est jeune adulte parce qu'on suit des jeunes adultes, hein, voilà, 18, 20 ans, 25 ans. Mais l'univers lui-même est plutôt très sombre, très dur. Donc, voilà pourquoi je dis que c'est un petit peu à la limite entre adulte et jeune adulte comme type de fantasy. Donc pour l'histoire, donc on suit une bande et le chef de la bande, celui qui constitue même l'équipe, c'est Kaz Baker. Son surnom dans le monde dans lequel on est là dans cette histoire, c'est Ketterdam, un monde de bandits, de malfrats, etc. Son surnom, c'est les mains sales, Dirty Hands. Donc il est vraiment craint. Impitoyable, très dur, voilà, avec une psychologie très particulière, et donc, mais particulièrement intelligent. Très intelligent, très stratège, etc. Donc c'est lui le cerveau de la bande. Donc en fait ce sont des voleurs, hein, des malfrats. L'ensemble d'entre eux sont vraiment s'ils ne sont pas complètement dans la légalité, ils sont à la frontière de la légalité. Et donc on leur demande de remplir une mission très risquée mais qui rapporte beaucoup d'argent. Donc ils y vont vraiment pour cette motivation. Et petit à petit, les choses vont un petit peu changer dans l'histoire. Et dans le tome 2, on est vraiment dans l'idée de la vengeance, de faire en sorte de punir ceux qui ne sont pas justes ou ceux qui sont cruels ou de ceux qui font le mal. Donc on a quand même l'idée d'une moralité quelque part globalement, c'est-à-dire que les choses qui arrivent, même dans ce monde si terrible, sont finalement justes et sont expliquées d'ailleurs par la vie totalement terrible, hein, que la plupart des personnages, que tous les personnages ont, c'est-à-dire qu'ils ont tous connu des expériences de vie dramatiques, traumatiques, qui sont vraiment très très dures et qui expliquent leur personnalité, pourquoi ils sont comme ça, pourquoi ils agissent comme ça. Donc ça c'est vraiment, je trouve, assez bien trouvé, mais c'est effectivement assez dur quand même comme chemin de vie pour l'ensemble des personnages qui est décrit. Donc c'est pour ça que le côté jeune adulte est un petit peu discutable. Voilà. C'est-à-dire que ce sont des jeunes adultes mais qui ont déjà vécu des événements absolument traumatisants pour leurs âges et ils font des choses, ils prennent des décisions, ils sont dans des situations qui sont plutôt des situations d'adultes que de jeunes adultes. Voilà. Donc c'est vraiment un ouvrage qui est vraiment intéressant, qui n'est pas complètement lisse. Voilà, la frontière entre le bien et le mal est un peu plus perméable que ce qu'on peut rencontrer classiquement dans la fantaisie jeune adulte, hein, comme dans les autres sagas que j'ai présentées précédemment. Donc c'est pour ça que celle-ci, c'est vraiment quelque chose qui va sur un petit peu plus de finesse par rapport aux personnages, par rapport au bien et au mal. On a vraiment des choses qui sont beaucoup plus travaillées, qui ne sont pas aussi simples que ça. Ce qu'on prenait pour ceux qui sont les méchants de certains sont les gentils d'autres, et donc on a vraiment cette idée d'une opposition, de construction de société en antagonisme avec d'autres sociétés qui du coup ne se comprennent pas, mais que quand on se met un petit peu à la place de l'autre, on arrive un petit peu plus à connaître ses motivations, à expliquer les choix qui sont faits, à expliquer les comportements, etc. Donc de ce point de vue-là, c'est quand même quelque chose qui est plutôt riche et qui est plutôt intéressant. Donc ça se lit évidemment très très bien, c'est très épique, hein, on suit vraiment l'aventure, le côté aussi bande avec des pouvoirs
particuliers, donc tous n'ont pas de pouvoir magique, mais en tout cas ont des aptitudes vraiment très particulières qui leur permettent de façon très complémentaire d'arriver, de mener à bien des choses qui sont très complexes. Donc c'est vraiment intéressant, c'est très haletant, on passe un bon moment, il y a plein d'aventures qui se passent, il y a très peu de temps mort en fait, il y a même la mise en place en fait, on est très très vite dans l'action et c'est comme ça pendant 2 tomes. Donc c'est vraiment très plaisant à lire, on passe vraiment un bon moment et ça se lit extrêmement vite puisqu'il y a le côté très page-turner de ce type d'ouvrage. Donc voilà, j'ai aussi passé un très bon moment avec Six of Crows, que je vous conseille aussi. Donc voilà, on a terminé avec cette vidéo sur la fantaisie jeune adulte, avec cette fois-ci plutôt des ouvrages pour les plus âgés, on va dire. C'est pas de la littérature plutôt enfantine comme ce que j'avais présenté dans la première vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.